Alors, je salue déjà tous les participants qui sont déjà arrivés. On a pris un tout petit retard. On a dû régler les derniers problèmes techniques, mais maintenant tout semble fonctionner. Je propose, on attend encore 1 ou 2 minutes, après on commence. Voilà, je vois qu'il n'y a plus personne pour le moment qui nous rejoint. Alors, je lance le webinaire et je vous souhaite la très cordiale bienvenue à vous toutes et tous à ce webinaire. C'est un très grand plaisir pour moi de vous avoir avec nous aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais vous raconter une toute petite histoire. Lundi, 6 heures le matin, je me lève pour vite vérifier mes emails avant que mes enfants se lèvent. C'est une bonne idée, mais les enfants, ils sont aussi déjà debout. Préparer le petit déjeuner, planifier la journée ensemble avec ma femme, 8 heures, les enfants, ils partent à l'école. 9 heures, première vidéoconférence, 9h30, le facteur sonne. 11 heures, fin de la vidéoconférence, et puis maintenant, c'est vraiment le moment pour faire un peu du sport. Mais le téléphone sonne. Midi, les enfants ils rentrent de l'école. Préparer rapidement le repas de midi. Après, vite tondre la pelouse avant que le stress recommence dans l'après-midi. La tondeuse marche, mais je dois l'arrêter parce que les enfants se disputent. 13h30, les enfants vont à l'école. Maintenant, traiter rapidement les affaires en cours. Et voilà, 14h, prochaine conférence vidéo. 15h, fin conférence vidéo. Et maintenant du sport. Fausse alerte, le voisin sonne. Il ne peut pas faire face à la situation de travail à la maison. Elle veut en parler. 16h, les enfants rentrent à la maison. Et de devoir, 17h, répondre brièvement au courriel. 22h, conclusion, journée fatigante, la pelouse n'est pas tendue, je ne fais pas du sport, je suis fatigué et je vais me coucher. Je ne suis probablement pas le seul à vivre des journées comme celle-ci. Avec Covid-19, nous avons tout pris par surprise. Heureusement, je travaille dans une organisation où le télétravail faisait partie de la vie quotidienne déjà avant le confinement. Mais ce n'est probablement pas le cas partout et c'est pour cette raison Promotion Santé Suisse a lancé cette série de webinaires pour vous donner quelques idées pour le conseil au télétravail sous l'angle de la promotion de la santé et de la prévention. Alors ça, c'était le chemin du travail. Et puis le déroulement d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous discuterions du thème télétravail et processus RH. Que faut-il prendre en compte? Nous aimerions approfondir cette question, surtout avec le focus des perspectives structurelles. Dans le webinaire au début de novembre, le focus sera après plutôt au niveau de comportement et des questions comment manager et motiver les employés à distance. J'aimerais prendre cette occasion pour brièvement me présenter. Mon nom est Reto Kellin. Je suis responsable du team partenariat chez Promotion Santé Suisse et je vais modérer aujourd'hui ce webinaire.
Vous pouvez communiquer avec nous tout le temps. J'aimerais faire un tout petit test. Je vous prie de vite poster votre case postale de votre lieu de travail. Et cette info nous aide à améliorer nos services et en même temps on voit si le chat fonctionne. Merci beaucoup. Ouais, ça fonctionne. On a déjà 2, 3, 4. Parfait, c'est super. Alors, vous pouvez continuer à mettre vos cases postales. Alors, je continue. Pourquoi la GSE, Gestion de la santé en entreprise, depuis 2014, nous relevons annuellement les indicateurs qui mettent en évidence les conséquences du stress au travail. Les résultats de l'enquête 2020 montrent qu'un tiers des employés se trouvent dans la zone critique. Alors, ça veut dire dans cette zone rouge. Ils ont plus de contraintes que des ressources. Presque la moitié des personnes a juste assez de ressources pour pouvoir gérer ces contraintes. Qui est Promotion Santé Suisse? Qu'est-ce qu'on fait, nous? Promotion Santé Suisse est une fondation privée avec l'échelle nationale. Et notre mission est d'initier, de coordonner et d'évaluer des mesures destinées à promouvoir la santé et prévenir les maladies. Comment on fait ça? Nous avons élaboré plusieurs instruments et outils lesquels on met à disposition, lesquels permettent aux entreprises de renforcer la santé de leurs collaborateurs. Et on veut juste vous rendre attentif sur cette brochure-là, laquelle vous pouvez télécharger sous le lien indiqué là tout en bas. Et puis là, vous trouverez tous les outils, tous les instruments, toutes les informations, et la plupart de ces outils est gratuit. Maintenant, juste avant de passer la parole à notre première intervenante, j'aimerais vous poser 3 questions pour vous activer tous un tout petit peu. Et je demande à Corinne de montrer le questionnaire. Je ne le vois pas. Est-ce que ça fonctionne chez les participants? Super. Corinne, tu me feras un tout petit signe quand on est prêt, s'il te plaît. J'attends encore un tout petit moment. Corinne, me dis quand je continue, s'il te plaît. On est à 60%. Voilà, je pense qu'on est bon là. Et
j'aimerais maintenant passer la parole à Annie Wallen. Annie Wallen est psychologue de travail. Voilà, on est sur le bon slide. Et Annie Wallen est aussi conseillère accréditée de promotion santé suisse. C'est un très grand plaisir pour nous de t'avoir ici, Annie. Et on se réjouit que tu nous feras maintenant quelques réflexions sur le thème télétravail et processus RH. Je te passe très volontiers la parole, Annie. J'enlève la main et ça devrait jouer. Merci beaucoup, Reto. Bonjour à toutes et tous. Heureuse de vous retrouver pour celles et ceux qui ont déjà participé au précédent webinaire. Je vais attendre que Corinne me passe la main pour pouvoir démarrer la petite présentation d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser plus spécifiquement aux processus RH qui sont en lien avec le télétravail. Vous l'avez compris, ce mode d'organisation du travail est généralement assez favorable pour une multitude de choses, mais il importe tout de même de vérifier qu'il est efficient et qu'il protège la santé de vos collaboratrices et collaborateurs. Alors, cette brève présentation va se dérouler en 3 temps. On va regarder comment est-ce qu'on peut identifier les processus RH qui sont concernés par le télétravail. Nous allons mettre aussi en évidence 2-3 éléments clés de ces processus RH, histoire qu'ils restent favorables à ce mode d'organisation. Et puis, j'aurai le plaisir d'accueillir M. Olivier Despont, qui est HR Business Partner à la Mobilière, qui nous parlera du témoignage et de son expérience de ces éléments-là dans son organisation. Alors, comment est-ce qu'on a procédé à l'identification des processus RH qui sont en lien direct avec ce télétravail? Dans mon activité d'accompagnatrice d'organisation en santé au travail, j'ai eu le plaisir d'accompagner une organisation durant l'été avec laquelle on a fait 2 ateliers autour de cette thématique et de la santé au travail, qui étaient des ateliers participatifs auxquels on prit part un échantillon représentatif de l'organisation. Donc, il y avait une 12aine de personnes. Et pour identifier les processus RH qui étaient concernés directement par le télétravail, on a procédé tout simplement par recensement et par question, avec entre autres une demande d'évaluation relative au mode et au processus de management qui cherchait à savoir dans quelle mesure finalement ceci est-elle favorable actuellement au télétravail. Alors sur une échelle de 1 à 10, vous voyez ici sur la petite photo les ratings des divers participants. Donc plusieurs étaient au-dessous de la moyenne, mais on arrivait quand même à un rating de 1 à 10 de 5,7. Donc cette équipe représentative estimait qu'en termes de management et en termes de leadership, il y avait encore des écarts à combler pour que ces processus-là soient favorables au télétravail. Ils ont identifié 4 processus qui étaient vraiment clés à adapter, à compléter, à renforcer. La gestion par objectif et l'évaluation annuelle, la reconnaissance et la valorisation des collaboratrices et collaborateurs, la formation et le développement, et puis le recrutement aussi. À côté de cela, bien sûr, viennent les aspects légaux administratifs, mais sur ce point-là, vous aurez un autre webinaire dans cette série le 24 novembre qui en parlera. Alors, gestion par objectif et évaluation. En quoi est-ce que ça concerne le télétravail? Peut-être il est intéressant de se souvenir que ce mode de gestion par objectif est issu de l'une des théories de la motivation, qui n'est pas du tout toute nouvelle, qui date déjà des années 1970 et puis qui a été revue. C'était la théorie de la fixation des buts. Les chercheurs ont constaté qu'en fait, il était plus adéquat et plus efficace de proposer à quelqu'un d'augmenter un petit peu ce qu'il avait l'habitude de faire, autrement dit de poser un défi qui était tout à fait donc accessible, plutôt que de dire « faites ton mieux ». Et ça, c'est vraiment issu des toutes premières recherches qui ont été faites, entre autres à la General Electric, pour ceux qui ont déjà parcouru ces textes à l'époque. Donc voilà, la performance, en fait, c'est une courbe en cloche
où il y a un optimum, et cet optimum, eh bien, il va varier d'une personne à l'autre. Donc, l'objectif de poser un objectif, c'est justement de dire, ben voilà, pour que ce soit mobilisant, voilà ce que je souhaite que tu accomplisses dans le délai imparti. Et l'idéal est de trouver évidemment un défi qui soit à la fois mobilisant, mais qui ne soit pas trop important pour démotiver au final ou pour perdre l'engagement de la personne. En plus de ceci, il y a des conditions pour que ces buts fixés soient mobilisants. Il faut un engagement des collaborateurs. Alors cet engagement, quand il peut se faire de manière négociée et participative, en direct, eh bien c'est super. Si on est dans un mode de télétravail à distance et puis que ces engagements doivent être pris, on va dire, à distance, ben là, il y a certaines formes qu'il s'agirait de vérifier. Pour que ça fonctionne aussi, ces buts, pour qu'ils soient mobilisateurs, il faut qu'il puisse y avoir des feedbacks réguliers du cadre ou du superviseur envers le collaborateur ou la collaboratrice, pour que celui-ci ou celle-ci sache de manière continue où est-ce qu'il en est-ce que ce qu'il produit, est-ce qu'il génère, même si je ne suis pas à côté de lui, est dans la cible qui a été fixée. Du soutien de manière ponctuelle ou régulière selon ses besoins et selon les besoins de chacun. Là aussi, ça sera au cadre ou au manager de s'adapter. Et puis, bien sûr, des ressources suffisantes pour le faire. En télétravail, on va évidemment penser à l'infrastructure pour le télétravail, mais on peut aussi penser en termes de temps ou de moyens financiers. Aussi important, et là je me réfère au dernier webinaire qu'on a eu, de se souvenir que certaines tâches sont plus adaptées à générer de l'efficience et de la performance à distance, donc des tâches qui nécessitent peu d'interaction et de collaboration avec les collègues de l'équipe. Dans la gestion par objectif en télétravail, revient aussi toute la question du fameux SMART, générer et définir des objectifs qui sont extrêmement spécifiques, que l'on va pouvoir mesurer de manière relativement simple, puisque l'on n'est pas là pour voir comment ça se passe, qui soit accessible, atteignable, et puis qu'il soit aussi défini dans le temps. Très important aussi, parce que tout ceci est en lien avec la reconnaissance et la valorisation. Aujourd'hui, dans l'accompagnement que j'ai la chance de faire auprès de plusieurs organisations dans le domaine de la santé au travail, on est face à une crise de la reconnaissance au travail. Il y a beaucoup de personnel de tout métier qui expriment un sentiment de manque de reconnaissance, alors non pas au niveau de la reconnaissance matérielle, financière ou autre, mais plutôt au niveau de la reconnaissance symbolique. Quelqu'un a dit que la reconnaissance était pour l'adulte ce que l'amour était pour un enfant. On a, en tant qu'être humain, tous et toutes besoin d'être reconnus, d'être valorisés dans nos activités. Et l'activité professionnelle est l'un des biais les plus importants pour le faire. Donc, on est vraiment face à un besoin supérieur de l'être humain qui doit pouvoir trouver des moyens de se réaliser. Et puis, c'est une forme de paradoxe parce qu'à distance, en fait, comment donner à voir son activité, sa contribution, alors que l'on n'est pas vu. Et en télétravail, cela peut susciter une forme de surinvestissement. Vous l'avez entendu aussi dans les webinaires précédents. On sait aujourd'hui que les télétravailleurs tendent à travailler quelques minutes de plus en moyenne par jour, ce qui fait vite potentiellement 1 heure ou 2 de plus par semaine. Et ça peut être un moyen de compenser le fait que je ne suis pas vue, je ne peux pas montrer que je travaille, je ne peux pas montrer l'effort si par hasard le résultat final n'est pas au rendez-vous. Et à ce propos, il faut aussi se souvenir que avec ce focus sur le résultat que l'on va quelque part renforcer via la gestion par objectif, eh bien, on va perdre la possibilité de voir la contribution lorsque celle-ci ne permet pas d'atteindre l'objectif. Donc, qu'est-ce qu'on fait de l'effort qui a été tout de même fourni lorsque l'objectif n'est pas tout à fait atteint? Celui-ci n'est peut-être pas atteint parce que l'infrastructure n'était pas suffisante, parce que le soutien n'a pas été complètement là, parce que d'autres ressources ont manqué, ou parce que les interactions nécessaires pour réaliser la tâche ou l'objectif n'ont pas permis, par exemple, de respecter un délai.
Donc voilà, le professeur Jean-Pierre Brun, que j'ai cité ici en source, a montré qu'il y avait plusieurs facettes de la reconnaissance. Celle des résultats est peut-être la plus évidente et c'est celle qui sera exacerbée en télétravail, mais ne pas oublier aussi la reconnaissance de l'effort fourni, la reconnaissance de l'expertise mise en œuvre, de l'expérience, et puis la reconnaissance simplement individuelle, existentielle, qui est, ben voilà, en tant que collaborateur lambda, en télétravail ou sur mon site, sur le site de l'organisation, j'existe et j'ai des besoins qui peuvent peut-être varier d'une personne à l'autre. Mentionner aussi que l'on sait depuis un certain temps que la reconnaissance matérielle, donc qui est extérieure à la personne, n'est pas nécessairement durable. Elle a deux problématiques, cette reconnaissance matérielle, autrement dit le fait de récompenser par exemple financièrement l'atteinte des objectifs. D'une part, elle risque de réduire le goût pour la tâche ou pour l'objectif lui-même parce que le focus va se reporter sur le bénéfice attendu, la reconnaissance et la récompense attendue, plus que sur la tâche à accomplir. Ça, c'est le premier effet dommageable. Et le second effet, c'est que c'est une sorte de fuite en avant. On sait aussi que ces récompenses financières ont un effet très ponctuel dans le temps et qu'une fois que l'on a obtenu ceci, on a besoin de plus pour augmenter la satisfaction. En termes de formation et développement, qui était le troisième volet qui a été mis en place, lors de cet atelier dont je vous ai parlé tout au début, il y a eu plein de facettes qui ont été identifiées dans lesquelles il serait bon de développer de manière même anticipée les personnes qui seront amenées à faire du télétravail. D'un côté, les encadrants, l'encadrement, travailler déjà à faire évoluer la culture de leadership, la culture de management vers quelque chose qui est plus de l'ordre de la confiance que du contrôle. Et j'entends d'ailleurs par ailleurs que ça ne se fait pas toujours dans ce sens. Hein. J'entendais une conversation dans le train l'autre jour qui m'a assez interpellée. Hein, où deux manifestement cadres relataient le fait qu'ils allaient pouvoir disposer d'un système informatique de traçage des activités des collaborateurs en télétravail qui leur permettrait de regarder finalement le temps de connexion, le temps passé sur divers sites ou diverses activités, etc. Donc, outre les aspects juridiques qui seront traités dans un autre volet, eh bien, il y a aussi des aspects peut-être autour de la confiance qu'il s'agit de thématiser. Une culture, évidemment, ça se modifie avec le temps, ça ne peut pas se changer d'un jour à l'autre, elle ne peut pas complètement se prescrire, évidemment qu'on peut définir un certain nombre de principes que l'on souhaite atteindre, mais il y a peut-être aussi une autre phrase que j'avais entendue, que j'avais envie de vous livrer. Si vous souhaitez que vos collaborateurs se comportent en adultes responsables, eh bien, il s'agit aussi de les traiter en adultes responsables, et ça passe par, évidemment, l'autonomie, la responsabilisation, tout ceci dans un cadre prédéfini. Au niveau des collaborateurs, eh bien, il est important effectivement qu'elles et ils puissent exercer cette activité hors organisation dans un cadre et des principes qui soient définis. Ce qui veut aussi dire défini, par exemple, pour les questions d'accessibilité. Qu'est-ce qui est OK? Est-ce que c'est OK de travailler en dehors des heures? Pourquoi est-ce qu'on travaille en dehors des heures? Comment est-ce qu'on utilise? Est-ce que ce cadre permet de concilier vie professionnelle et vie privée? Et puis enfin, ne pas oublier les divers aspects de la santé, que ce soit la santé psychosociale, relationnelle. Hein, on a vraiment besoin de conserver le lien, même lorsque l'on n'est pas à côté de ses collègues. Et puis de santé physique aussi, au niveau ergonomique. On a constaté que beaucoup de collaboratrices et collaborateurs n'avaient pas chez soi une infrastructure qui était adéquate. Et là, vous aurez aussi un webinaire en décembre, le 1er décembre, sur comment aménager son poste de travail de manière ergonomique. Et puis enfin, le recrutement. Pour l'organisation que j'ai accompagnée, ils se sont vraiment posé la question de savoir, mais est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on devrait considérer de manière très anticipée dans le processus déjà d'attraction, de fidélisation des futurs et futures candidates.
Et puis, est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait contractualiser, autrement dit, mettre noir sur blanc, comme quoi, dans notre organisation, nous faisons partiellement du télétravail et que c'est quelque chose qui peut être proposé aux collaboratrices et collaborateurs. Peut-être mentionner aussi sur ce point-là que la génération X et la génération Y n'ont pas tout à fait les mêmes visions sur ces aspects. Hein. Alors, sans vouloir faire des catégories rigides, mais les premières études sur ces différences entre générations montrent que les fameux millennials sous génération Y plébiscitent généralement ce mode d'organisation du travail, qu'est le télétravail, hein, pour faciliter l'organisation familiale, et puis c'est vraiment un critère d'attractivité pour eux. Mais c'est aussi une génération qui a encore tendance à beaucoup se surinvestir et en faire plus pour peut-être compenser justement le fait qu'on soit moins vu. Au niveau des aides, cette nouvelle génération, donc à partir de 1995, en gros 2000, a plutôt tendance à s'engager pour une mission ou un projet particulier dans une organisation, mais pas nécessairement comme une carrière, comme on le faisait peut-être avant. On parle beaucoup aujourd'hui de slashing, hein, donc de personnes qui ont plusieurs jobs, qui cumulent, non pas pour des raisons nécessairement financières, mais parce qu'ils ont de multiples intérêts. Ce sont aussi des gens qui aiment venir au bureau, donc qui sont peut-être moins attirés a priori par le télétravail pour y retrouver une communauté. Et puis, ce sont aussi des personnes qui tendront à plus délimiter et à faire une claire séparation entre la vie professionnelle et la vie privée. L'objectif étant de gagner ce qu'il faut pour faire d'autres choses, avoir d'autres rôles, pouvoir nourrir d'autres intérêts. Voilà, donc pour terminer sur cette partie, le télétravail reste un mode d'organisation du travail qui est intéressant pour toutes les organisations, mais qui nécessite, comme d'ailleurs les autres modes, un cadre, des principes clairs. Il vaut vraiment la peine de revisiter les processus RH soft, hein, dont on vient de parler, pour les adapter, les compléter ou les renforcer en mode télétravail. Et puis, ils ont un rôle à jouer avant, peut-être au niveau du recrutement, au niveau de la formation, que ce soit de l'encadrement ou des collaborateurs en prévision du télétravail, et puis pendant ce télétravail pour qu'il reste une manière de fonctionner qui contribue au succès de chacun. Merci beaucoup pour votre attention, et puis je vais passer la parole à Olivier Despons qui va nous parler de son expérience au sein de la Mobilière. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Si quelqu'un peut me faire un signe juste pour être sûr. Ok, super, merci beaucoup. Donc, Olivier Despons, moi je suis le RH Business Partner à la Mobilière, principalement pour le site de la Mobilière Villa-Agnon, et puis en partie sur Berne. Et puis je voulais vous faire part de mon expérience, toute l'expérience qu'on a pu accumuler pendant cette période de semi-confinement qu'on a vécu ces derniers temps. Et puis quel impact ça a eu sur nos nos différents processus RH. On peut passer au prochain slide. Donc, il faut savoir que pour comprendre un peu où on en est à la Mobilière, depuis 2015, on a un processus de transformation qui a été fait, hein, que ce soit organisationnel ou culturel. Et puis ça, pour répondre à ces nouvelles tendances, qu'ils soient sociétales ou techniques, et la digitalisation de nos différents modes d'activité. Et puis, depuis 2015, on a déjà changé nos bureaux. Ils ont été transformés en multispace. Et puis, on a déjà digitalisé quasiment l'ensemble de nos dossiers papier. Il faut aussi voir, on a parlé d'infrastructures nécessaires pour réussir à faire le travail. Chaque collaborateur à la Mobilière est équipé d'un ordinateur portable. Il n'y a plus aucun ordinateur fixe. Et puis, pour accompagner tout ça,
on a ouvert un règlement de home office connu par tous et puis qui est très, très large. Ça veut dire qu'on pourrait aller jusqu'à 5 jours de home office par semaine d'entente avec son supérieur. On a dû aussi un peu adapter notre système d'horaire de travail, tout ça pour donner le plus de flexibilité possible aux collaborateurs et puis donner, je dirais, réussir à créer cette confiance entre le supérieur et le collaborateur. Ça ne s'est pas fait tout seul. À côté de ça, on a mis des formations en place qu'on a appelées chez nous Mindset Agilité. Et puis, en fait, ici, on donnait aux supérieurs un peu tous les outils nécessaires à la gestion de collaborateurs à distance. Donc, parti de là, on avait déjà une expérience du télétravail puisque quasiment 100% de nos collaborateurs ont pu l'expérimenter, que ce soit de 1 jour par semaine à plusieurs jours par semaine. Maintenant, le confinement a un peu accéléré les choses puisqu'on est passé presque du jour au lendemain à passer 90% de personnes en télétravail complet. On peut passer au prochain. Donc, pour ce qui est du semi-confinement, peut-être juste avant, on a senti le coup arriver. Hein. Donc, on a quand même fait des essais de charge par rapport à nos systèmes IT. Donc, on avait envoyé chaque département 1 jour à la maison complet pour voir comment ça allait fonctionner. Et puis, le vendredi avant le lockdown, quand le Conseil fédéral a annoncé qu'à partir du lundi, le semi-confinement démarrait, on a aussi informé l'ensemble de nos collaborateurs qu'on pensait bien qu'ils auraient un souci comme la garde des enfants, comme le fait de gérer cette vie privée et cette vie professionnelle, et puis que pour toute personne qui avait soit des enfants ou d'autres personnes à s'occuper de la famille, on était conscient qu'ils n'allaient pas pouvoir rendre 100% de travail comme d'habitude, et puis qu'on leur donnait le temps nécessaire pour s'occuper de ces personnes. Ça, c'était assez important. Je dirais que ça a eu un grand impact, je dirais, sur la reconnaissance des gens vis-à-vis de l'entreprise. Là, ils ont pu se dire, ah ben tiens, ok, la mobilière pense à nous, et puis nous donne la largeur nécessaire, en tout cas la flexibilité nécessaire pour pouvoir s'arranger en cette période particulière. On peut passer au prochain. Ensuite, pour ce qui est du lockdown pendant cette période-là, on a dû régler énormément de choses. Bien qu'on ait des grands pas de digitalisation qui aient été faits, on a quand même beaucoup de choses comme la gestion du temps de travail, comme des questions par rapport au fait d'être malade, de rester à la maison, d'avoir des gens à s'occuper à la maison, d'avoir des problèmes de santé qui soient soit psychiques ou physiques, vers qui les collaborateurs peuvent se retourner. Et puis aussi, c'est un peu en lien avec ce que Annie Wallen a dit avant, c'est que comment on fait travailler les gens ensemble, comment est-ce qu'on atteint les objectifs d'équipe, parce que je dirais nos clients sont toujours là et l'entreprise continuait à fonctionner. Donc pour ça, on a rapidement mis à disposition une formation à distance pour nos cadres, histoire qu'ils puissent échanger entre eux autour de ces règles générales pour garder le contact avec l'équipe, ce qui nous a beaucoup aidé dans cette période. On a tout un pan de l'entreprise qui travaille sous forme agile. Et puis, il y a déjà pas mal d'outils et de possibilités pour justement suivre les équipes à distance, avoir des moments dans la semaine où tout le monde se rencontre, même si c'est par téléphone, et puis poursuivre en fait l'avancée des travaux. D'une manière assez personnelle, donc moi aussi j'ai une équipe de différents RH managers qui sont répartis sur toute la Suisse. Donc pendant cette période-là, on a défini que tous les matins à 8 heures, on avait un téléphone ensemble, où là, on pouvait avoir le retour des RH managers avec des contacts réguliers qu'ils ont eus avec leur ligne, et puis de pouvoir justement définir les mesures pour les accompagner au mieux. On avait encore un groupe une population de collaborateurs particulières, c'est les personnes qui
qui se retrouvaient avec une activité qu'ils ne pouvaient pas faire depuis la maison, donc qui se retrouvaient avec une activité réduite. Là aussi, on a dû prendre des mesures particulières pour ce groupe-là en disant, OK, tout ce que vous pouvez faire, faites-le depuis la maison. On a essayé aussi de transférer d'autres activités à ces personnes qui venaient du business. Et quand ce n'était pas possible, eh ben de réduire le nombre d'heures ou prendre quelques jours sur les vacances, tout ça pour ne pas les laisser complètement à la maison et sans suivi. On peut changer. Ensuite, pour ce qui est des différents processus RH, donc je les ai mis en 3 catégories. On a vraiment nos processus administratifs RH, où je dirais là, la plupart étaient déjà digitalisés, donc ça ne nous a pas posé un grand problème pendant cette période-là. Par contre, on a dû mettre à disposition des collaborateurs une communication assez intensive pour qu'ils sachent à qui s'adresser en cas de problème. Est-ce que c'est leur supérieur? Est-ce que c'est les ressources humaines? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre au travers de l'entreprise? Ensuite, les processus de conseil RH, donc là, on est un peu plus dans tout ce qui est fixation des objectifs ou l'évaluation des gens, la reconnaissance, la formation et aussi le recrutement. Là, on a dû assez vite se réinventer. Donc, à la Mobilière, on avait des conseils RH qui étaient très proches des gens, puis beaucoup de choses se faisaient soit en séance bilatérale, soit en tout cas de visu. C'était plus possible, donc on a dû fixer ces règles-là. Comment est-ce qu'on le fait par Skype? Est-ce qu'on le fait avec la vidéo? Est-ce qu'on le fait sans vidéo? Et puis, à quel rythme on se voit et à quel rythme les collaborateurs peuvent rencontrer leurs supérieurs. Tout ça pour le suivi des activités. À côté de ça, on a à la Mobilière à disposition quelques plateformes collaboratives. Donc ça a été encore une chouette chose pour réussir à continuer à travailler ensemble parce que chaque collaborateur avait la possibilité, avec son team, de créer ses propres pages, de créer son propre suivi des activités. Comme ça, chaque collaborateur dans une équipe savait à quoi il en était et puis il y avait ce suivi qui était fait. Pour ce qui est peut-être du recrutement, là aussi, Annie en a un peu parlé en parlant, est-ce que c'est quelque chose qu'on veut proposer aux personnes qu'on recrute, en tout cas mettre en avant les possibilités de télétravail. Ça a déjà été fait par le passé. Donc, nous, quand on recrute, on explique nos règlements. Et la question du télétravail vient rapidement sur le tapis parce que les gens, le demandent pour savoir si nous avons cette possibilité ou pas, et puis comment ça se passe à la Mobilière. Par contre, de l'autre côté, ce qu'on a eu comme difficulté, je dirais, au niveau du recrutement, c'est comment est-ce qu'on recrute des nouveaux collaborateurs pendant cette période-là. Donc, beaucoup a été fait par Skype vidéo, et dans certains cas assez rares, on a quand même fait des rencontres physiques, je dirais, pour quelques fonctions clés de l'entreprise. Donc, on n'a pas arrêté ces processus-là, mais on les a basculés sous forme quasiment numérique. Je dirais ça a bien fonctionné, mais la plupart des managers nous ont quand même donné le retour que quelques entretiens par Skype ou autre système, c'est très bien, mais qu'il y ait au moins un moment où les gens puissent se voir. En lien avec ça, c'est l'introduction des nouveaux collaborateurs dans l'organisation. Quand on parle de processus RH, c'est un des processus clés pour que les personnes puissent bien s'intégrer au sein de l'entreprise. Là, on a dû basculer en 2 semaines sur un système complètement digital. Ça veut dire qu'on a préparé un kit d'accueil qui a été envoyé à chaque nouveau collaborateur à la maison avec tout un programme, avec un horaire, avec des points d'accès, tout ça pour que le supérieur puisse prendre contact avec son nouveau collaborateur et pas qu'il soit laissé dans son coin à ne pas savoir quoi faire. Donc là, tout un processus a été mis sur pied assez rapidement. Après, dans le management des équipes, donc là, on a dû beaucoup donner de formation à distance. Il faut savoir qu'on a quasiment aussi arrêté du jour au lendemain toutes les formations présentielles, vu qu'on ne pouvait plus se rencontrer.
On a défini lesquelles pouvaient être faites de manière numérique. Et puis, on a continué une activité de formation à distance, en tout cas pour une partie, sous forme numérique. Je dirais là, il y a eu un gros besoin que ce soit des collaborateurs ou des responsables de services en formation, que ce soit de gestion à distance, que ce soit d'outils à disposition, de systèmes pour se rencontrer, pour continuer à fixer ses objectifs et puis à avoir un contact en fait avec les teams et les collaborateurs. Ouais, aussi, on a fait un gros effort aussi sur une publication de tout ce qu'on avait à disposition au sein de l'entreprise. Donc, via notre intranet, on a mis régulièrement à jour toutes les questions que les collaborateurs ou des supérieurs pouvaient se poser. On peut changer. Donc, si je dois résumer, on a quand même eu une bonne réussite parce que je dirais du jour au lendemain, on a continué à pouvoir faire fonctionner notre entreprise quasiment normalement. Durant toute la période, on n'a pas vu de problème de santé ou d'absentéisme supplémentaire ou de maladies qu'on n'avait pas par le passé. Donc, je dirais à ce niveau-là, c'est resté très, très stable. Au niveau des heures de travail, c'est peut-être un point aussi un peu d'attention. Là, on n'a pas remarqué d'augmentation d'heures. On a pu voir quelques personnes qui avaient tendance à dériver leur horaire de travail, soit vers le soir, soit tôt le matin. Mais ça, on a suivi assez de très près au niveau RH. Et puis, on a pris des mesures directement avec les managers concernés pour éviter, en fait, de se retrouver avec des heures en pagaille à devoir gérer plus tard. Un point aussi en relation avec ça était la prise des vacances. Là aussi, on a fait beaucoup de promotions en disant que malgré le fait qu'on ne pourrait pas forcément partir de Suisse ou faire quelque chose de particulièrement amusant pendant cette période, mais qu'il y avait un besoin certainement de déconnexion et de prise de repos, ce qui fait qu'on a motivé les gens à prendre quand même des jours de vacances pendant cette période-là. Et puis, les points clés qui, pour moi, ont fait la réussite, que ce soit avec les collaborateurs ou avec les supérieurs, c'est des informations régulières. C'était la promotion des outils numériques. Alors ça peut se faire avant, mais pendant aussi sous forme de formation ou alors d'information où se trouvent les outils, de mettre à disposition aussi on avait des fact sheets à l'utilisation de ces outils numériques. Un suivi un peu plus intensif des collaborateurs. Ça veut dire que là, on a eu des séances beaucoup plus régulières avec les collaborateurs. Donc, si je prends l'exemple de mon équipe, c'était vraiment tous les lundis matins à 8 heures, on s'entendait. Et puis, comme ça, on avait une vue de la journée et de la suite des événements. Un point, mais qui se travaille, je dirais, en amont de tout ça, c'est la culture du management. Si on veut donner la confiance aux collaborateurs, leur laisser cette confiance, qu'ils sachent comment former aussi leurs collaborateurs à distance, comment les évaluer, comment les reconnaître, ça fait partie de cette culture du management. Rester agile, ça c'était plus de notre côté pour adapter les mesures. Hein. On a aussi un peu tâtonné, je dirais, pendant cette période, donc de voir ce que ça a pu donner, puis de vraiment rester à l'écoute des feedbacks pour améliorer la situation. Un niveau de digitalisation assez avancé, parce que sans ce niveau de digitalisation, ce serait vraiment difficile de continuer à travailler ensemble à distance. Et puis, vraiment encore des formations spécifiques liées au télétravail et tout ce qui peut être fait à côté. Voilà, de mon côté, j'ai fait le tour. J'espère que vous avez pu un peu comprendre le monde à la mobilière. Et puis, je repasse la parole. Merci de votre attention. Alors, je reprends.
Merci beaucoup à Annie Wallen et à Olivier Despons pour ces interventions très, très intéressantes. J'aimerais juste profiter brièvement pour vous demander s'il y a encore des questions auprès de Olivier ou de Annie. Alors, si ça c'est le cas, n'hésitez pas de profiter maintenant. Dans le chat, je ne vois rien du tout. Au point de vue, on est déjà bientôt midi. Je propose qu'on termine avec la partie officielle et s'il y a des questions, Annie Wallen et Olivier Despons, ils sont encore à disposition pour un tout petit moment s'il y a encore des questions ouvertes. Alors, juste encore 2 ou 3 informations. Alors, tout l'enregistrement complet de ce webinaire sera à disposition, je pense, déjà cet après-midi sur le site internet de Promotion Santé Suisse. Et dans quelques jours, vous trouverez aussi un vidéo court avec tous les points les plus importants et l'essentiel aussi sur le site de Promotion Santé Suisse. Si vous êtes intéressé à recevoir des informations sur nos offres, n'hésitez pas à vous inscrire dans notre newsletter. Merci Corinne pour avoir posté ça dans le chat. Alors, on pourrait continuer. Corinne, j'arrive plus à reprendre l'écran. Super, merci beaucoup. Alors, ça allait déjà trop vite. Juste pour finir, on aimerait vous poser encore 2 questions. Merci à Corinne d'afficher le questionnaire. Ces 2 questions nous aident à aussi améliorer ces webinaires et aussi nos offres. La première question, c'est comment évaluez-vous le contenu de ce webinaire? On voit que les questions sont en ligne. Merci Corinne. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous recommanderiez ce webinaire? Donc, n'hésitez pas encore de voter. Merci de valider votre sondage à la fin. Si vous participez sur votre ordinateur, merci de cliquer en bas sur soumettre le vote. Merci beaucoup. Voilà, information très importante. Merci Corinne. Cliquez soumettre. Voilà, je pense on y est. Il me reste à vous rendre attentif sur les prochaines 3 webinaires qui vont suivre après les vacances d'automne. Ça recommencera le 10 novembre et terminera le 1er décembre. Je me réjouirai de vous revoir à une de cette occasion. Maintenant, je tiens encore à remercier Annie Wallen et Olivier Despons pour vos contributions très intéressantes, passionnantes et très instructives. À mon avis, c'était top. Alors, merci beaucoup Annie et Olivier. Et un grand merci également aussi à vous toutes et tous pour votre participation à ce webinaire. Voilà, bientôt midi. Il nous reste encore quelques minutes. Pour ceux qui veulent déjà quitter le webinaire, feel free. Bon appétit. Et pour tous les autres, on est encore là
pour répondre à vos questions. Je vois, il y a encore une question dans le chat. Quels sont les défis principaux liés à la gestion des équipes virtuelles que vous avez rencontrées? Alors, je pense, Olivier, vous êtes toujours là. Oui, oui. Est-ce que vous pouvez répondre à ces questions? Oui, je vais essayer. Parce qu'on n'est pas encore au bout. Hein. C'est un processus qui, qui va encore, je pense, durer. Mais les difficultés, c'est clair, il faut voir que chaque manager a une manière un peu différente, hein, même s'il a les mêmes outils à disposition, tous les mêmes systèmes à disposition. Par contre, ils ont tous un peu leur manière de gérer leur équipe. Et puis, selon un peu leur connaissance, et leur expérience et leur maturité dans le travail à distance, il y en a qui étaient beaucoup plus à l'aise dès le début que d'autres. Hein. On a des équipes qui sont très autonomes, où la confiance est installée et puis le travail à distance se passe plutôt bien. Et puis d'autres, on a des responsables qui viennent plutôt du monde du contrôle et du suivi assez dans les détails. Et cela leur permettre de lâcher un peu cette manière de contrôler, de donner de la confiance aux collaborateurs. Ça prend encore un peu de temps. Donc, ça passe par la formation, ça passe par des échanges d'expérience. En tout cas, chez nous, on le fait comme ça. Et puis, surtout de la mise à niveau sur toutes ces plateformes collaboratives et tous les outils à disposition pour réussir à gérer à distance. Je dirais, on a fait chez nous 60% du chemin. On a encore une partie de management soit qui résiste, soit qui c'est pas évident de changer très rapidement de manière de faire. Merci beaucoup. Ouais. Super. Je passe la parole brièvement à Karine Kazout, je pense. On devrait vous entendre maintenant. Oui, je vous entends. Je remercie beaucoup pour ces précisions. Effectivement, c'est aussi le constat que j'ai pu observer, mais je voulais. C'est toujours bien de pouvoir échanger avec les autres à ce niveau-là. Et je vous ai mis sur le chat aussi le fait que durant le dernier webinaire, on a parlé un petit peu de ce que veut dire l'équipe, comment est-ce qu'elle se construit, elle s'entretient, elle se forme. Donc, je vous invite aussi à aller revisiter le cas échéant celui-ci. Bien volontiers. Merci beaucoup, Annie. Merci beaucoup. Je vois encore une fois dans le chat, je vois plus de questions supplémentaires. Et alors, je vous remercie encore une fois et je vous souhaite un très bon appétit et à la prochaine. Merci beaucoup et à bientôt.